Bonjour à tous. Si vous êtes très présent en ligne et notamment sur Instagram ou TikTok, vous avez sûrement déjà vu passer le terme Y2K. Certains parlent du revival du Y2K, tandis que d'autres le qualifient seulement de trend passagère sur les réseaux sociaux. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est vraiment le Y2K. Car le petit blême, c'est que beaucoup de gens se mélangent les pinceaux. Le terme Year 2K fait référence au passage à l'an 2000 et de tous les phénomènes qu'il y a eu autour de ça. Dans le cinéma, dans la musique, dans tous les arts, mais surtout la mode, les créateurs ont formé une esthétique toute particulière. La fin des années 90 marque un renouveau technologique et la prophétie du bug de l'an 2000 est une immense source d'inspiration. La période esthétique que l'on qualifierait de Year 2K a donc eu lieu entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Là où les gens se plantent un peu... Désolée, je suis malade, j'ai le Covid. Là où les gens se plantent un peu, c'est qu'ils associent le terme Year 2K, donc en 2000, avec les années 2000. Sauf que les années 2000, c'est vraiment un autre délire. Surtout quand on tombe sur ce genre de choses qui n'est pas du Year 2K, mais du MacBling, un style vestimentaire qui est assez proéminent dans les années 2000. Mais nous ne parlerons pas de MacBling dans cette vidéo, car il y a déjà beaucoup à faire. Revenons-en à nos moutons. Maintenant que j'ai peut-être désillusionné une partie de mes spectateurs, on va entrer dans le vif du sujet et explorer le passage à l'an 2000 et tout son impact sur l'art vestimentaire. L'an 2000, c'est surtout c'est un symbole, l'an 2000. Mais pour bien comprendre ce qui se passe dans la mode, il faut d'abord bien connaître le contexte historique et artistique. Je pense que le cancer sera vaincu, que l'on pourra vivre jusqu'à 100 ans, puisque les maladies sont presque toutes vaincues, donc on mourra de vieillesse. Mais moi je pense qu'on pourra aller très facilement de Paris à New York en 1 heure. Oui. Qu'on pourra sûrement placer 1000 personnes à la fois dans un seul avion. Il est important d'avoir en tête qu'à ce moment-ci, toute la population était très optimiste envers l'avenir, car pour eux, le passage d'un millénaire à un autre est symbolique d'une avancée dans l'humanité et les sciences. La fin des années 90 est une époque de prospérité et de paix pour tout l'hémisphère nord. La guerre froide et le mur de Berlin sont loin derrière, c'est la fin de la guerre du Golfe. La population est alors très confiante en un avenir de paix et d'abondance. Ce sentiment est renforcé par la sortie de Windows 95 et des premiers serveurs internet, qui annonce une avancée technologique brillante. Demain, c'est comme ça qu'on se téléphonera, le regard plongé dans son portable. Car grâce à une caméra, on se parlera les yeux dans les yeux, tenue correcte exigée, surtout si votre patron est au bout du fil. Il y a aussi de plus en plus d'objets technologiques que l'on peut avoir chez soi, comme des consoles de jeux vidéo, des téléphones sans fil et même des PC, des ordinateurs portables qui jusqu'ici étaient réservés à un certain type de travail. Les gens ont le sentiment de enfin vivre le futur dont ils avaient toujours rêvé. Parmi ces grandes festivités, il y a malgré tout quelques craintes. Il y a quelques récits dystopiques sur la technologie qui prend le dessus sur l'homme ou sur le virtuel qui prend une forme incontrôlable. Mais ce qui les effraie vraiment à ce moment-ci, c'est le bug de l'an 2000. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais pour faire bref, quand les premiers informaticiens ont mis en place les premiers ordinateurs, ils n'avaient pas assez de place mémoire pour écrire l'année entière dans l'onglet de la date. Donc ils ne mettaient que les 2 derniers chiffres. Mais la théorie qui les a alarmés, c'est d'imaginer que si jamais on passait à l'an 0, la machine allait penser qu'on était en l'an 1900, et pas en l'an 2000. Certains s'inquiètent alors d'une catastrophe mondiale, avec au rendez-vous l'effondrement des banques et des bourses, des crashs d'avions, l'arrêt des ascenseurs et du matériel hospitalier. Bref, ce serait la cata. Et au final, au passage à l'an 2000, il ne s'est quasiment rien passé. Et le fait qu'il ne se soit rien passé a créé une forme d'euphorie, avec le sentiment qu'on a le plein contrôle sur nos créations technologiques et que l'avenir s'annonce mieux que jamais. Ces petits points historiques sont importants à connaître pour vraiment comprendre la mode du Year 2K, car cette esthétique s'imprègne de ce renouveau technologique et l'abondance qu'il nous promet. Il s'agit d'une population qui vit l'expérience d'être le futur qu'ils avaient toujours imaginé. Et donc, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue esthétique ? Le Year 2K a 2 racines différentes, mais pas tout à fait distinctes.
En effet, avant d'arriver en Occident, le Y2K fait ses premiers pas au Japon et il apparaît sous le nom de Cyber dans les années 90 à Harajuku. S'inspirant de l'image qu'ils se font du futur, les vêtements sont flashy, brillants, et ils mélangent plein de types de matières différentes, comme le vinyle, le PVC, des matières plastiques ou bien de la fausse fourrure. Les couleurs peuvent être très vives, parfois fluorescentes, et parmi un arc-en-ciel de couleurs, on retrouve surtout des teintes métalliques. Il y a aussi des effets un peu holographiques qui sont inspirés des raves de l'époque. Ces teintes nous rappellent notamment l'aspect du CD, ou plutôt du compact disque. Ce n'est pas anodin que je le précise, car dans les années 90, comme je disais auparavant, on a enfin accès à la technologie depuis chez soi, et les lecteurs CD sont considérés comme le top de l'électronique. Revenons-en à la mode. Les silhouettes sont assez éclectiques, avec en général un vêtement moulant en haut, et en bas, des pantalons larges ou des jupes cerceaux. Les vestes sont soit très longues, soit bombées et matelassées. Il y a en fait beaucoup de jeux de volume, soit en longueur, soit en largeur. La plupart des chaussures sont à plateforme et reprennent des thèmes futuristes. On retrouve aussi l'accessoire phare du Y2K, c'est-à-dire les lunettes de soleil qui ont souvent des verres colorés. Du côté des cheveux, les coupes sont assez variées, même si la plus connue est bien sûr la coupe spiky avec les cheveux figés en pointe par une très grosse quantité de gel. On expérimente plein de coupes de cheveux assez inhabituelles, avec des tresses ou des barrettes. Les maquillages sont assez simples mais pas discrets. Ils utilisent des couleurs très vives, comme par exemple ce liner bleu vif. Au Japon, le style cyber est notamment issu des raves et des clubs. Ensuite, il y a le style qui a commencé à s'étendre un peu dans tout l'Occident, un peu en Europe, au Royaume-Uni, mais surtout aux États-Unis. J'avoue qu'avec mes sources, j'ai pas réussi à savoir si c'était le Japon qui avait influencé le reste du monde, ou si c'est juste que l'Occident a développé un style très similaire au même moment. J'avoue que je sais pas trop, j'ai pas de réponse concrète à vous donner et je m'en excuse. Tout ce que je peux affirmer, c'est que le Y2K prend une forme un peu différente aux États-Unis, car il se loge au début dans les mouvements streetwear, alors qu'au Japon, c'est plutôt une contre-culture de niche. Le streetwear, pour faire bref, signifie habit de rue, et c'est un mouvement vestimentaire et populaire qui apparaît dans les années 80 et qui voit son apogée arriver dans les années 90. Il est directement lié à l'émergence du rap et du hip-hop. Le streetwear a pour intérêt d'être confortable, mais aussi utilitaire. La silhouette Y2K est la même qu'au Japon, avec des pantalons oversized et des jeux de volume sur le corps. Mais les vêtements doivent être avant tout utiles. Il y a beaucoup de poches, de fermetures éclairs et d'élastiques qui permettent de constituer un véritable inventaire sur soi. Le fait que les vêtements soient assez amples, surtout au niveau des jambes, permet d'avoir une plus grande liberté de mouvement, par exemple pour courir ou danser. Les couleurs changent légèrement dans la version américaine du Y2K. Les couleurs utilisées sont toujours vives, mais le panel est plus restreint. On utilise principalement du orange, du bleu, tandis que le blanc et le noir restent proéminents. Et bien sûr, le gris métallique n'a certainement pas disparu, étant toujours un signe distinctif du Y2K. Le PVC, le vinyle, le cuir, le latex ou encore les matières plastiques sont utilisés pour créer des effets de brillance ou de transparence. Ces matières sont vraiment inhabituelles pour l'époque. En haute couture ou chez les créateurs, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on utilise plein de matières différentes et peu communes. Mais ça ne s'était jamais vu dans la tenue de tous les jours, et encore moins dans des compositions streetwear qui ont la réputation d'être issues du peuple. Ces matières qui se retrouvent sur le marché sont alors considérées comme novatrices. Tout ce dont je viens de vous parler émerge notamment dans les clips musicaux, à commencer par les clips de hip-hop. Il est important de noter que la communauté afro-américaine a beaucoup contribué à la construction de l'esthétique Y2K, étant motivée par ce qu'on appelle l'afrofuturisme. L'afrofuturisme, pour faire très bref, c'est un mouvement culturel et esthétique porté par les communautés noires qui envisagent l'avenir comme un futur positif d'un point de vue social et technologique pour les peuples d'Afrique. L'afrofuturisme a une histoire très longue derrière lui. Mais il fait un bond tout particulier à la fin des années 90, voyant le XXIe siècle comme un espoir nouveau pour leur culture. Aux États-Unis, ce mouvement prend une certaine ampleur et les codes de l'afrofuturisme va beaucoup contribuer à la formation du Y2K.
Le réalisateur Hype Williams, par exemple, a travaillé sur beaucoup de clips hip-hop de l'époque, en insérant dans les vêtements et les décors les influences de l'an 2000. Il est aussi à l'origine du fisheye dans les clips musicaux. Le fisheye, c'est un objectif que l'on place sur la caméra pour donner l'impression que l'on regarde à travers un Judas optique, et ça forme une distorsion de l'image qui vient courber toutes les lignes vers le centre. Les interprètes de ces clips explorent le style Y2K avec ses éléments essentiels, à savoir les lunettes de soleil, qui dans sa version américaine sont noires, des vêtements en couleurs toujours très tranchées, très vives, et bien sûr avec la présence de couleurs métalliques. Ils utilisent leurs vêtements brillants comme récepteurs de lumière pour s'immerger dans les décors futuristes. La rappeuse Missy Elliott est vraiment une icône de cette sous-culture. Elle n'est bien sûr pas la seule, et on retrouve beaucoup de clips hip-hop qui témoignent du Y2K dans sa version streetwear. Comme au Japon, on porte souvent des pantalons oversized et des débardeurs en haut, mais on y voit aussi des versions moins pudiques, comme avec la mini-jupe, le bikini ou alors des combinaisons. La combinaison est intéressante, car à la fois elle rappelle le streetwear et la maniabilité du vêtement, mais elle fait aussi écho à la combinaison spatiale. L'espace est depuis longtemps à la fois un sujet de fascination pour l'homme, mais aussi d'inspiration esthétique. Le nouveau millénaire, avec ses nouveautés techniques, laisse percevoir la possibilité de pouvoir explorer l'espace et de peut-être même faire des rencontres extraterrestres. Et c'est ainsi que la science-fiction, mais aussi le space opéra, fait un grand boom dans les années 90. Le fantasme spatial impacte toute la culture de l'époque, touchant le jeu vidéo, les livres, mais aussi les films comme par exemple Alien, Matrix ou encore Men in Black. Dans les plus intéressants, on a le 5e élément qui fait son apparition en 1997. La structure de l'environnement est assez pertinente, car elle est le reflet de l'image que l'on se fait du futur et du vaisseau spatial. Les décors sont blancs et immaculés, les villes sont composées d'immeubles interminables et les voitures sont volantes et rondes. Tout ceci fait écho au mouvement du blobisme. Le blobisme, aussi appelé blobitecture, est un mouvement d'architecture influencé par l'esthétique du Y2K. À cette époque, l'art touche une forme de minimalisme que l'on associe au futur, et on pense atteindre l'architecture post-moderne. Considéré comme futuriste, le blobisme fait prendre au bâtiment des formes arrondies et souvent asymétriques. On le retrouve aussi dans les designs d'intérieur avec des meubles aux formes arrondies. En fait, c'est un peu l'image que l'on se faisait dans le vaisseau spatial. L'artiste Mariko Mori travaillait énormément sur ce genre de structure et œuvres d'art, car elle cherchait une forme d'épuration dans les bâtiments. Avec son blanc immaculé, ses formes simples et son absence de détails, le Y2K annonçait une quête de minimalisme et d'efficacité. Pour revenir sur le 5e élément, le personnage de Lilou est tout à fait représentatif de tout ceci. Sa tenue est designée par Jean-Paul Gaultier, et il s'agit d'une combinaison blanche en bandelettes symétriques. Sa tenue est utilitaire, car elle permet une grande capacité de mouvement tout en dissimulant ses parties intimes. Le minimalisme de sa tenue donne un ton futuriste. Et ses cheveux oranges ne sont pas sans signification pour le Y2K. Je vous rappelle en effet que, outre le blanc et le métallique, la couleur orange est l'une des couleurs les plus importantes de l'esthétique. Et les cheveux colorés étaient aussi très appréciés dans la science-fiction, comme pour annoncer une diversité extravagante qui serait possible dans le futur. Ils imaginent qu'un jour, on pourrait peut-être même naître avec une couleur de cheveux inhabituelle, comme par exemple le rose vif. J'aimerais bien. La haute couture à cette époque est aussi dans cette démarche de minimalisme, avec des vêtements et des shows qui vont à l'essentiel. Certains se démarquent cependant un peu des autres, étant un peu plus influencés par le Y2K. On peut notamment penser au défilé automne-hiver mené par Alexander McQueen en 1999. Tous les modèles ont la même coupe de cheveux futuristique, tandis que leur tenue explore tout un tas de motifs technologiques. Il y a beaucoup de blanc immaculé, mais aussi des couleurs métalliques et brillantes. Des vestes cirées en plastique et des matières pailletées font refléter les lumières du défilé. Les modèles portent souvent des combinaisons, ce qui est encore un écho à la combinaison spatiale qui nous paraît la plus pratique dans un univers technologique. Et enfin, Alexander McQueen use des motifs de circuits de codage informatique, symbolisant une apogée de la science numérique qui s'approche à grands pas. Les looks restent néanmoins minimales et froids, il n'y a pas de grande excentricité. Pour revenir sur la culture populaire, étonnamment,
Même dans les clips musicaux de pop, les tenues restent minimalistes. Mais ça ne les empêche pas de faire sensation dans les univers dans lesquels on les place. Le vaisseau spatial et globalement l'espace sont des thèmes très repris et ce par plusieurs hits mémorables. Des Spice Girls jusqu'à Around the World ou encore Check Your Body, les univers sont épurés, les tenues sont simples, efficaces et représentatives du mouvement Y2K. Les tenues sont éclatantes, les make-up sont métalliques ou avec des couleurs bleues et lavande. Les artistes sont déjà dans le futur. Britney ne fait pas exception et passe par cette phase Y2K avec son célèbre Oops, I Did It Again. Elle se retrouve dans un vaisseau spatial sur la planète Mars et elle joue le personnage d'un alien, ou plutôt d'une martienne, qui va séduire un spationaute. Habillée dans son iconique combinaison rouge et moulante, elle est aussi mise en valeur par un fard à paupières métallique et un simple gloss sur les lèvres. Britney est éclatante sur tous les points. Malgré la simplicité de sa combinaison en latex, son clip et sa tenue resteront absolument iconiques. Les nouvelles technologies sont alors une source d'inspiration immense pour tous les artistes de tous les domaines. Le Y2K prend des formes assez différentes selon les pays, les cultures, les classes sociales, mais aussi les types d'art, tout en gardant cette même positivité envers l'avenir. Et c'est pour cette raison que ce mouvement ne doit pas être confondu avec le cyberpunk, qui a une vision pessimiste de l'avenir technologique. Le Y2K est aujourd'hui encore parfois une source d'inspiration, autant dans les arts, dans la mode, que dans quelques trends de TikTok. Mais cependant, on ne met en avant que l'aspect vestimentaire du mouvement et non le message porté par celui-ci. Le Y2K en effet ne peut pas revivre, car il est très spécifique à tout ce contexte historique et artistique, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, l'image que l'on se fait du futur n'est pas positive. Déjà à l'époque, l'esthétique a commencé à s'effriter avec le 11 septembre, avec la récession en 2001, les nouvelles tensions mondiales, mais aussi les toutes premières inquiétudes écologiques. Et aujourd'hui, c'est pire encore, car la majorité d'entre nous sont très pessimistes en ce qui concerne l'avenir. Les quelques mouvements alternatifs cyber et futuristes d'aujourd'hui sont plus tournés vers le post-apocalyptique et le cyberpunk, plutôt que vers une vision positive du destin de notre société. Désolée, c'est un discours qui est un peu plombant, mais si je vous fais part de ça, c'est pour que vous puissiez réaliser de à quel point le Y2K est une esthétique unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y aura plus jamais d'an 2000, il n'y aura plus jamais toute la frénésie et les fantasmes autour d'un nouveau millénaire, car à présent, on est désillusionné par ce futur qui n'est pas aussi cool qu'on le pensait. Aujourd'hui, on a beaucoup moins d'espoir. Ce mouvement esthétique est vraiment très singulier, et je pense qu'il est très important de ne pas le faire tomber dans l'oubli. Alors par pitié, cessez de le confondre avec le MacBling. C'est particulièrement rageant. Et à ce titre, je ferai sûrement une vidéo sur le MacBling pour dissiper vraiment tous les malentendus. Comme ça, on sera fixé. Je pense même que ce sera ma prochaine vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet du Y2K, et j'espère aussi qu'à présent vous pourrez l'apprécier à sa juste valeur. Et je vous dis à très bientôt.